binationaux, francophones et francophiles. Alors, est-ce que les binationaux sont une catégorie sociale spécifique de la société française aujourd'hui? Si on se rend compte, bonsoir, pardon, avant tout, oui, si on constate tout ce qui est dit actuellement au niveau des politiques, on se rend compte effectivement que les binationaux sont une catégorie particulière. Oui. Voilà. Et tout à l'heure, j'écoutais M. Pierre-Henri qui citait les extrêmes, et entre autres le Front National. Et dans le programme du Front National, il évoquait qu'il va falloir faire un choix sur sa nationalité. Ce qui est un cas de figure très alarmant, surtout par le fait que la binationalité touche aussi à la culture et donc à la francophonie, au partage du français. Et avec ce que vous en pensez de cette catégorie particulière La binationalité est une richesse, et c'est une richesse culturelle. Et ça fait beaucoup de catégories quand même, c'est ça. Pardon? Ça fait beaucoup de catégories quand même. Hein. On les empile les catégories. Hein. Oui, enfin on les empile, mais entre les enfants de première et troisième génération, entre les étrangers, les expatriés, les binationaux. Enfin. Il me semble que nous sommes à l'époque de la mondialisation, d'un certain nombre d'échanges ouverts. Il y a des réalités dans ce pays qui font que les gens sont nés ailleurs, ont une culture qui vient enrichir la nôtre. La question, elle n'est pas de savoir si les gens sont binationaux ou pas, c'est de savoir s'ils respectent les lois de la République. Oui. C'est tout. Moi, ce qui m'intéresse autour de la binationalité, c'est tout simplement à partir du moment où on est citoyen de ce pays, on en respecte les lois et les valeurs, le corpus de droit, notamment la question laïque qui fait que on ne met jamais la loi de Dieu avant la loi de la République. Après, le reste, c'est une... Ça, c'est une autre question aussi. Hein. Pardon? C'est une autre question. Hein. Non, ouais, mais c'est une question très importante pour vivre ensemble dans la République. Oui, mais enfin, en principe, ceux qui sont binationaux, ils font partie du corpus social français. Mais vous savez très bien que la question, justement, se pose autour de la problématique religieuse, et qu'elle est notamment posée comme cela par les mouvements d'extrême droite. Oui. Et donc, je dis, la réponse, elle est relativement simple. Elle est dans le respect intégral des lois de la République. Pour le reste, la binationalité est une richesse qu'il ne s'agit pas de contester. Oui, ça fait beaucoup de catégories. Hein. Il y a un auditeur qui nous envoie un message, Hussein Hassan, qui nous écrit, je lis son message, chose curieuse, lorsqu'un Africain débarque en Europe, il est systématiquement appelé immigré, et lorsqu'un Européen débarque vers l'Afrique, il est expatrié. On entend souvent ça d'ailleurs. Hein. Oui, pour rebondir sur sa question, c'est vrai que c'est même pas une question, on le constate. Que, c'est même réducteur de le rappeler chaque fois. On remarque que quand on parle des Français, des Américains, des étrangers qui sont dans le sud, c'est les coopérants, oui, qui ont beaucoup d'expertise dans leur bagage. Mais heureusement, aujourd'hui même, on a vu dans la presse avec j'ai vu que vous avez fait une référence à ça sur l'étude du chercheur de l'INED qui a montré aujourd'hui que les migrants et les diasporas installés en France sont comparativement à la moyenne française beaucoup plus diplômés. Donc c'est des questions, nous avons besoin aussi de ces discours, de ces chiffres, nous avons besoin d'éclairage pour remettre la réalité. Et actuellement aussi, je pense que la campagne électorale française, on va entendre des discours les plus nauséabonds du monde. Et il faut se préparer à la riposte. Et ce que nous faisons, on a des marqueurs avec Coordination Sud et FOLI pour travailler sur le discours déjà des candidats. Épingler les discours, essayer d'apporter la lumière sur ces discours, démonter les discours, parce que si un discours avance aussi des chiffres qui ne sont pas avec la réalité, il faut le déconstruire. Et moi je pense que c'est ça, le combat aujourd'hui, c'est surtout ça. Je n'ai rien contre les bi-citoyens, bi-nationaux, voilà, moi non plus, rassurez-vous. Oui, mais moi je pense que c'est quand même le migrant un citoyen. Là où il vit, dans son pays d'origine, dans son pays de départ, et c'est cette capacité à s'adapter dans les deux environnements, à être citoyen de l'autre côté, à voter, parce que certains ont le droit de voter, d'être même élus dans leur pays d'origine, à s'adapter, à être élu ici,
Et c'est ça qui est important. Mais je n'en ferai pas une catégorie de vie. À propos de discours, justement, Mireille Mollet, vous êtes membre du Parti républicain. Hein. Vous êtes candidate d'ailleurs à l'investiture législative en 2017 dans la 11e circonscription des Hauts-de-Seine. Alors, je voulais rappeler, hein, lors de la campagne primaire de la droite et du centre, justement, à propos des discours, hein, Nicolas Sarkozy disait et répétait sans cesse que si rien n'était fait pour développer l'Afrique, l'évolution de la démographie sur ce continent allait mécaniquement entraîner un déferlement de migrants vers la France, ce qui est au fond un énorme mensonge, parce que d'abord, il oublie de dire que la masse la plus importante des migrants venant des pays du Sud se trouve bien dans les pays du Sud, justement. Est-ce que ce n'est pas avec de telles déclarations, finalement, qu'on entretient les mensonges sur la réalité de l'immigration, tout en alimentant d'ailleurs la popularité du Front National? Parce que c'est quand même une responsabilité importante. Il faut quelqu'un qui a été quand même chef d'État, qui a été président de la République, c'est-à-dire que distiller ce genre d'idées qui sont des idées fausses dans l'opinion, ça entretient dans les consciences collectifs, évidemment, l'idée que l'immigration est une menace pour la société française. L'immigration n'est pas une menace, tout dépend aussi de la c'est l'intention du discours, en tout cas. C'est comme ça qu'il a été interprété. C'est comme ça qu'il a été conçu. C'est comme ça qu'il a été conçu. C'est comme ça que ça a été dit. C'est comme ça que ça a été dit et c'est l'interprétation qui en est faite par certains. Donc après l'analyse et autrement, et dans les faits, il y a aussi effectivement plusieurs variantes. De dire que c'est une menace, non, moi je dirais que ce n'en est pas une, puisque nous savons que c'est une migration positive. Et monsieur l'a évoqué tout à l'heure. Pardon, Pierre-Henri l'a évoqué tout à l'heure, parce que la migration dans son ensemble touche à plusieurs segments. Elle peut être sociale, humanitaire, elle peut être au niveau des intelligences, elle a plusieurs catégories. Donc quelle qu'elle soit, et je parle de migration et non pas d'immigration ou de démigration, ça selon le côté où on se positionne, ça peut être à la fois positif ou négatif. Tout dépend alors à ce moment-là de savoir comment c'est exploité et ce qu'apporte le migrant à la société où il s'intègre, et entre autres à la République et à la démocratie. Ce qu'apporte le migrant, qu'est-ce que vous pouvez poser des questions, je pense. Oui, juste pour demander un peu plus de compréhension, qu'appelle-t-on migration positive? Et c'est quoi le positif? Elle va me répondre, Mireille Mollet. L'immigration positive, il y a une richesse culturelle, il y a un apport financier aussi, parce que le migrant, il y a aussi un apport intellectuel ou un apport scientifique. Tout dépend de la position du migrant, s'il vient pour des raisons économiques, s'il vient pour des raisons économiques, pardonnez-moi, pour des raisons d'intelligence, ou s'il vient sur un statut politique, parce que parfois c'est le cas, ou s'il vient sur un sujet humanitaire ou social. Mais en tout cas, dès l'instant où il arrive où il s'introduit dans un pays, et où donc il est migrant vers le pays, mais au moment où il s'installe, pour moi, il n'a plus le statut de migrant. Puisque migration dit déplacement. Nous sommes d'accord, c'est un immigré une fois qu'il est installé. Oui, c'est un immigré, mais après, vous avez aussi dit tout à l'heure que vous ne faisiez pas de distinction entre binational et français à part entière. Après, là, vous vous adressez à Mme Sarkozy. Tout à fait. Et là, en ce point, je vous rejoins, mais la langue française est si riche que on peut changer la terminologie et la nuance change aussi. Mais, par exemple, on parle de binationaux. Les binationaux sont pour certains sur un statut juridique. Parce que pour certains pays, vous avez deux nationalités. Mais pour d'autres, c'est sur un statut culturel. Moi, je défends la promotion des binationaux culturels. Mais ce qu'on appelle binationaux culturels sont aussi parfois appelés immigrés, sont aussi parfois appelés par certains politiques diversité, et par ces personnes concernées, ils s'appellent diaspora. Donc, après, effectivement, ça fait beaucoup de compartiments. Pierre-Henri? Oui, je suis pas sûr de très bien comprendre la position de Madame, qui est respectable. Oui, qui est tout à fait respectable, bien sûr, mais il me semble que le parti Les Républicains est pour et en tout cas que son leader actuel
François Fillon est pour une réduction drastique de l'immigration régulière et dans tous ses compartiments, qu'il s'agisse de l'immigration de savoir, qu'il s'agisse de l'immigration familiale, etc. Et j'avoue que j'ai du mal à saisir comment vous articulez votre discours avec les prises de position de celui qui vous représente aujourd'hui et qui semble avoir fait tout de même dans sa campagne de l'axe sécuritaire et de l'axe de l'immigration les deux points majeurs pour essayer de chasser sur les terres du Front National. J'ai un peu du mal à vous suivre. Vous parlez de François Fillon? Oui. Oui, et pour ajouter sur les notations que nous avons fait des différents candidats, M. Fillon est notation sur 10 est à 1,5, même pas 2%. En termes de? En termes de... Sur le discours positif sur l'immigration? Sur l'immigration, sur la coopération, sur la solidarité internationale. 1,5. Voilà. Alors vous mettez Mme Le Pen alors? Non, elle est hors. Nous avons elle est dans les sous-sols. Tout à fait, hors catégorie. Il y a 2 candidats hors catégorie, dont Mme Le Pen, où on n'essaie même pas de noter parce que ça ne nous intéresse pas. Et comme on a un programme de rencontrer tous les candidats présidentiels, Mme Le Pen ne sera pas rencontrée. Tous les autres seront rencontrés. Réaction de Mireille Mollet. C'est un peu antinomique parce que si vous voulez rencontrer tous les candidats à la présidentielle, vous devez de surcroît rencontrer Mme Le Pen. Non. Non, mais répondez précisément à la question. C'est un positionnement politique. Aussi bien Papy-Henry que par Sarkozy. Oui, moi je viens parler du sujet de l'immigration, je viens parler concernant moi ce que je défends et en la qualité qui m'a été présentée ici sur Africa numéro 1, mais je ne suis pas le porte-parole de M. François Fillon. Je suis candidate, c'est mon parti politique, j'appartiens à cette famille politique. Pour autant, aujourd'hui, ce sont des propositions de campagne et le programme définitif n'est pas encore établi. Vous voulez dire que finalement le programme n'a pas d'importance? Non, je ne veux pas dire cela. Nous le répéterons. Alors, on sait que les étudiants africains préfèrent désormais aller vers d'autres pays plutôt que de venir en France parce que l'image de la France depuis quelques années, en tout cas, qui concerne les immigrés, s'est beaucoup dégradée dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Alors, quelles sont les répercussions des discours sur les immigrés tenus en France, sur les relations entre la France et ses partenaires africains, par exemple? Oui, enfin, moi, sur ce... Je ne sais pas si je réponds sur le cas des étudiants ou sur le discours globalement. Sur le discours globalement, je pense qu'il y a beaucoup de questions à remettre sur la table, à discuter. Cet rapport d'indépendance, souvent, beaucoup de pays fêtent leurs indépendances, mais je trouve que l'Afrique n'est pas encore indépendante. Il y a beaucoup de questions liées à la monnaie, liées aussi aux instruments économiques et au rapport avec les grandes filiales qui est là, où l'Afrique ne pourra jamais, pour l'instant, en tout cas tel que c'est parti, sur ce schéma-là, être autonome. Et ce rapport, c'est à partir de ce postulat que des coopérations se lient, la France-Afrique. Oui. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, il y a 6 ans, ou un peu plus, voilà, il y a 6 ou 7 ans précisément, le comité des droits de l'homme des Nations Unies avait fortement condamné la France en ce qui concerne justement les discours qui étaient tenus en France sous Nicolas Sarkozy en direction des immigrés. Alors, est-ce qu'il y a des répercussions sur la relation diplomatique entre la France et certains partenaires africains par rapport à ces discours? Je ne pense pas, parce que tous les dirigeants, c'est un syndicat des dirigeants. Les dirigeants du monde, qu'ils soient au sud ou au nord, ne s'indignent jamais. Les capacités d'indignation, c'est plus la société civile. Vous voulez dire que les immigrés ne peuvent pas s'appuyer sur leur pays quand ils se sentent par exemple stigmatisés? Non, très rarement. C'est très rare un pays qui s'indigne sur le traitement négatif ou discriminatoire de ces ressortissants. Donc, vous voulez dire que quand on est immigré et quand on est, disons, brimé, c'est même pas la peine d'aller frapper la porte de son ambassade? On peut toujours y aller. Hein. Mais quelle réponse? Oui, on note. On va saisir les autorités compétentes. Voilà, ça c'est le discours très politiquement correct qu'ils vont faire. Mais ce qui est sûr, on sait bien qu'actuellement, les pays africains ne sont pas encore indépendants pour avoir, oui, dans les discours, certains... On a la capacité de négociation assez forte vis-à-vis de cette situation. Oui, ça on le voit avec le plan d'urgence de la Valette.
où tous les pays les africains sont convoqués à la Valette sur un plan d'urgence d'à peine 1,8 milliard. On va marquer une pause, Madame Niang, pour la publicité. Vous allez pouvoir poursuivre votre propos juste après la publicité. A tout de suite. Représentatif des binationaux francophones et francophiles, les membres du parti Les Républicains. Khady Sako Niang est avec nous, ancienne présidente du Forum, experte indépendante en migration et développement. Vous allez pouvoir répondre aux propos. C'était bien, enfin, c'est intéressant, hein, les raisons que vous donnez de cette réunion à la Valette. Hein. Oui, il était question pour les pays européens de parler justement des questions migratoires. On voit bien finalement, voilà, quelle est la détermination de l'Afrique face à ces questions quand on pense à toutes ces personnes qui prennent évidemment au risque de leur vie, qui prennent la route de l'Occident en passant par la Méditerranée. On connaît évidemment ces drames-là. Est-ce que justement ces drames aussi, je dirais, n'alimentent pas la vision négative que l'on a de l'immigration? Oui, tout à fait. Oui. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, dans une liste de discussion où une image de bateau rempli de migrants sur la Méditerranée a été envoyée, j'ai répliqué à envoyer aussi une image d'un bateau rempli de migrants il y a une trentaine d'années, d'Européens d'Espagnols qui fuyaient pour des raisons de sécurité ou de guerre. Donc c'est un contexte. Mais moi je pense que quand l'Union européenne parle des causes profondes, les causes profondes, on ne peut pas les résoudre en mettant des murs ou bien en mettant Frontex ou autre. Les causes profondes, c'est la bonne gouvernance, la démocratie, la justice sociale. Et ça, je pense que pour apporter des correctifs aujourd'hui, ce n'est pas dans Valletta 1 ou bien fonds fiduciaire qu'on peut trouver la solution. La solution, ce n'est pas seulement dire qu'on va développer les pays. Michel l'a dit, on constate que ce n'est pas parce qu'un pays est pauvre. Les pays les plus pauvres ne partent pas. Ils n'ont pas les moyens de partir. L'approche doit être l'approche par les droits, l'approche humaine. Et essayer, au lieu de mettre des frontières, essayer de voir, on est dans une société inclusive aujourd'hui. Comment on peut partager les richesses? Si les portes de l'Europe étaient ouvertes, moi je pense que sans contrainte, les gens ne partiraient pas. Parce qu'ils se disent, oui, je veux partir. Moi, quand je venais en France en 1978, il n'y avait pas de visa. Et pourtant, les étudiants ne partaient pas, tout le monde ne partait pas en même temps. En 1978, quand je partais, il n'y avait pas de visa. Tu prenais ton billet et ton sac, tu partais. Et ce n'était pas, comme on dit, l'invasion, comme certains le disent. Donc, c'est une autre approche. Parce qu'on ne peut pas espérer trouver des solutions en faisant toujours la même chose. Mireille Mollet, alors on arrive maintenant à la fin de l'émission. C'est vrai qu'il y a cette dramatisation constante de la question migratoire, alors que bon, il y a un certain nombre de pays quand même qui aujourd'hui le disent, le répètent que l'immigration est une chance plutôt qu'un problème pour les pays d'accueil. Comment arriver à dédramatiser la question de l'immigration? Bientôt des élections présidentielles en France, comme disait Khady Sako Niang, on va assister évidemment au discours les plus terribles sur la question migratoire. Est-ce que c'est une fatalité en France que l'immigration soit perçue toujours sous cet angle négatif? C'est une fatalité dès l'instant où c'est abordé qu'à l'approche des élections présidentielles. Enfin, c'est un peu tout le temps quand même. Hein. C'est un peu tout le temps, mais c'est très ça s'intensifie, disons, à l'approche des élections. Oui. Exact. Donc, pour ma part, déjà, j'ai écouté ce que Madame Niang a dit. Je partage plus ou moins ses propos. Effectivement, en 1978, on n'avait peut-être pas l'envie de quitter son pays et d'immigrer, mais je pense que les conditions de vie étaient beaucoup plus favorables. Monsieur on a parlé tout à l'heure, il faut effectivement, et vous aussi, il faut une meilleure gouvernance, il faut aussi des accords de coopération, de co-développement. Voilà, il y a pas mal de choses institutionnelles et étatiques à établir, de sorte que ça puisse favoriser le maintien de l'individu sur son territoire. Parce que l'immigration, ça crée aussi une exode et une perte démographique. Alors il faut effectivement, Frontex, vous l'avez dit, n'est pas suffisant. Et d'ailleurs aujourd'hui, et de toute façon depuis 30 ans maintenant, nous sommes tous d'accord sur le fait de dire que les migrations ne sont pas, ou les mesures prises pour endiguer ces phénomènes ne sont pas à la hauteur, elles ne répondent pas aux besoins des deux côtés, des deux bords ou des continents, des pays qui sont concernés.
Pour cela, j'estime que le fait que ça engrange des flux financiers, nous avons la possibilité, nous, en tant qu'intervenants, en tant qu'acteurs et décideurs, de mettre en place, d'aider à y imposer de nouvelles politiques et de les imposer à nos gouvernants. Quel gouvernant? Nous sommes au niveau international, donc ça peut être en France et puis après... En tant que républicain ou... Tous les pays n'ont pas les mêmes politiques migratoires. Oui, tout à fait, mais là aussi c'est effectivement, par exemple, on parle... Au Canada, c'est pas dramatisé la question migratoire. C'est pas dramatisé. Ça, c'est aussi un phénomène culturel, parce qu'il faut savoir comment la migration est acceptée sur le continent ou le pays où elle est installée. Alors, Jean-Pierre-Henri, il faut quand même le dire et le répéter, quand on parle d'immigration, quand on consacre l'émission à l'immigration avec évidemment cette tonalité un peu dramatique, c'est parce que c'est quand même une certaine catégorie de migrants qui est visée quand même par, je dirais, ces discours négatifs ou populistes. Il ne s'agit pas de tous les immigrés. On oublie souvent qu'il y a une forte immigration américaine ou européenne en France. Ce ne sont pas ceux-là qui sont les premiers visés en tout cas. On sait très bien que ceux qui sont les plus stigmatisés, ce sont ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Absolument. Et d'ailleurs, le sommet de la Valette, pour vos auditeurs, si cela leur a échappé, il s'agit en réalité d'une approche des pays de l'Union européenne pour tenter de juguler les arrivées des Africains subsahariens par la voie de la Méditerranée centrale, qui, au passage, est terriblement meurtrière. Et poser cette question n'est pas illégitime. Par contre, ce qui me paraît illégitime, c'est de vouloir aujourd'hui construire une réponse de retour ou de canalisation avec la Libye. La Libye qui aujourd'hui a 3 gouvernements, qui est dans un état de guerre civile permanente, et où la notion de droit même échappe à la plupart. Donc, deuxième élément, attention, l'Union européenne, ce sont 27-28 pays. Mais et pas plus que l'Afrique, il y a une seule réalité. Quand on parle du continent africain, il y a des réalités qui sont tout à fait différentes. Alors que l'on doive aborder la question des migrations ensemble, ça me paraît absolument nécessaire, parce que la migration, bien sûr, bien souvent, peut être un drame pour un certain nombre de pays dès lors qu'elle se passe de manière irrégulière, et avec des vies sacrifiées au bout. De l'autre côté, c'est-à-dire ici, recevoir ces personnes, ça signifie évidemment aussi faire en sorte qu'elles puissent s'installer, qu'elles puissent s'intégrer. Et ça veut dire aussi poser la question du partage. Poser la question du partage, c'est une question démocratique. Donc comment fait-on pour installer des migrations circulaires entre pays d'origine et pays d'accueil. Je vous rappelle quand même que la règle sur ce bas monde, ce n'est pas la mobilité, c'est la sédentarité. 97% de la population mondiale ne migre pas. Et quand elle migre d'abord à proximité de son propre pays. Il faut rappeler que sur le continent africain, les migrations, elles ne sont pas du sud vers le nord, mais elles sont d'abord internes au continent africain. Et donc, il y a quand même un certain nombre de questions qu'il faut poser en termes, oui, de gouvernance et d'état de droit sur le continent africain d'abord. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, d'essayer d'arriver à des échanges beaucoup plus équilibrés. On pourrait peut-être aussi commencer par, disons, créer les conditions favorables pour ceux qui sont déjà installés dans les pays d'accueil, afin qu'ils se sentent moins stigmatisés et moins ostracisés en tout cas. C'est une urgence absolue. Oui. Il y a aussi de la cohésion sociale et de l'harmonie sociale dans un pays. Tout à fait sur ceux qui sont déjà installés. C'est pour ça que je disais à madame que je ne voyais pas des catégories de billes, parce que quand on se retrouve dans le métro... Vous voulez des billes nationaux, il faut préciser. Des billes nationaux, oui, ok. Des billes nationaux. Il fallait la faire. Oui, il fallait la faire. Il fallait préciser. Voilà.
Donc on se retrouve dans un espace, le métro, où s'il y a des actes xénophobes ou racistes, on ne va pas voir sur la tête, celui-là ou celle-là est binationale. Donc je pense que c'est une catégorisation qu'il faut essayer de gommer, parce que ça nous enferme nous-mêmes sur des clichés qui... voilà, ce qu'on dénonce, ce qu'on vraiment reproche aux autres, on les reprend. Merci. Et je reviens juste avant de terminer. Vraiment en un mot. Oui, sur la Valette, hein, on a ouvert la brèche pour dire aujourd'hui que la coopération, une coopération saine et sincère ne peut pas se faire avec les pays du Sud. Sauf que l'Union européenne a ses objectifs. Ces objectifs, c'est de réguler la migration. Ces objectifs, c'est clair. Maintenant, c'est aux pays du Sud qui doivent être aussi ensemble, parce qu'on les isole pour traiter individuellement avec eux. Donc il faut une bonne collaboration des pays du Sud, voilà, pour faire face à l'Europe. Merci à vous, Khady Sargonian, merci d'être venu. Mireille Mollet, merci d'être venu. Pierre-Henri, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le dernier paru, Le chaos, la fraternité, aux éditions Hermann. Merci à nos amis qui nous ont envoyé des contributions sur Facebook, Aruna Doudou, Floyd Diaby, Bernabé Sedoucio, Foka Mapaille, Ibrahim Kabé Diallo. Merci de votre contribution. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Merci. D'Almami. Ah oui. Que j'ai eu juste avant de rentrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était un peu violent, hein.